Bien qu'inventé en 1943, le crime de génocide n'a pas été retenu comme motif d'inculpation. Lors du procès de Nuremberg, on lui a préféré la notion de crime contre l'humanité inventée par R. Schlotterpart et adaptée par la Charte de Londres en août 1945 qui se limitait aux crimes commis par les forces de l'Axe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Écoutons maintenant Camille, Baptiste et Hugo, trois élèves germanistes qui se sont rendus à Nuremberg en avril pour l'échange scolaire avec Ambert. Nous sommes à Nuremberg, face au palais de justice où des journalistes du monde entier venaient suivre le procès des dignitaires du Troisième Reich. Quand s'ouvre le procès en novembre 1945, la ville est aux trois quarts détruite. Elle offre le spectacle d'une Allemagne vaincue. Seul le palais de justice, épargné par les bombes, pouvait accueillir le tribunal militaire international. Et depuis, Nuremberg est un symbole, c'est le lieu des grandes parades du NSDAP. C'est là aussi que les grandes lois raciales de 1935 furent dictées. Le 20 novembre 1945, les magistrats désignés par les 4 pays vainqueurs font face aux 24 chefs nazis accusés. On retrouve par exemple Göring, commandant de la Luftwaffe, Keitel, commandant de la Wehrmacht, Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères. Mais, et c'est une nouveauté, 8 organisations telles que le NSDAP sont aussi accusées. Ils doivent répondre des accusations de conjuration contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les condamnations tombent en octobre 1946. Sur 21 dignitaires nazis présents, 12 sont condamnés à mort. Quelle est la différence entre le crime contre l'humanité et le génocide? Philippe Sands, avocat franco-britannique, professeur de droit spécialiste de droit international, extrait de son livre Retour à Limberg, paru aux éditions Albin Michel en 2017. Imaginez le meurtre de 100 000 personnes qui appartiennent au même groupe, des juifs ou des polonais de Lviv. Pour Lauterpach, le meurtre d'individus, s'il relevait d'un plan systématique, serait un crime contre l'humanité. Lemkin, lui, s'intéressait au génocide, au meurtre d'un grand nombre d'individus, mais avec l'intention de détruire le groupe dont ils font partie. Pour un procureur d'aujourd'hui, la différence entre les deux situations est avant tout liée à l'intentionnalité. Pour prouver le génocide, vous devez montrer que le meurtre est animé par une intention de détruire le groupe, tandis que, pour prouver le crime contre l'humanité, une telle intention n'a pas besoin d'être établie. J'expliquais qu'apporter la preuve d'une destruction intentionnelle est notoirement difficile, dans la mesure où ceux qui participent au meurtre ne laissent généralement pas de traces écrites permettant d'établir des preuves. La distinction est-elle importante? Importe-t-il que la loi cherche à vous protéger parce que vous êtes un individu ou parce qu'il se trouve que vous appartenez à un groupe? La question restera en suspens. Elle ne m'a pas quitté depuis.